Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle édition de Same on the Beach. On est ravis de vous accueillir. On espère que vous avez fait bon voyage. Bienvenue dans ce centre expo congrès de Mandelieu à Napoule qui va nous accueillir pendant ces 2 jours d'événements. On lance l'édition 2023 avec, en plein dans le sujet. On est dans des ateliers experts CM pour démarrer cette matinée en 2 parties. Volet 1 jusqu'à 10h30 et puis on reprendra un volet 2 de 11h15 à 12h15. Donc on démarre sur les chapeaux de roue. Et pour démarrer cette belle séquence, je vous demande d'accueillir Delphine Vinet, qui est responsable du pôle Community Management à My Destination. Paul Roy, dans l'ordre, Head of Social Media de We Like Travel, et Jonathan Loble, qui est CEO et cofondateur de Swello. On va faire pendant 7 heures avec vous une grosse revue d'actualité et de tendances social media choisies et illustrées par nos intervenantes et intervenants. C'est un atelier aussi, c'est une séquence qui se veut assez participative pour ceux qui ont participé à la précédente édition. Ces ateliers experts CM sont les petits frères, petites sœurs des ateliers training que nous avions fait à la précédente édition. Et donc voilà, c'est une discussion entre les intervenants, bien sûr, mais avec vous. Donc, vous avez Marie dans la salle qui est à votre disposition pour vous faire passer les micros. Vous n'hésitez pas, bien évidemment, à nous faire part de vos retours d'expérience, de vos questions. On va discuter de ces tendances tous ensemble. On a le temps pour ça. Et puis, je vous propose qu'on démarre. Delphine, je crois que c'est à toi pour introduire une des premières tendances sur les contenus utilisateurs et les posts collaboratifs. Donc, de nouveau, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis, c'est à vous. Bonjour à tous. Effectivement, on va passer en revue quelques tendances social media. Et la première qu'on va évoquer, c'est les formats UGC et posts collaboratifs, qui sont 2 formats, je pense que vous avez vu forcément passer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Donc, pour introduire cette tendance, je vais juste rapidement réexpliquer ce que sont ces 2 formats. Donc, le premier, on a le post UGC. Un UGC, c'est du contenu créé par un utilisateur. Donc, en fait, ça peut correspondre à plusieurs contenus. Ça peut être du contenu textuel, donc un article de blog, mais tout simplement aussi un post Instagram, ou même un contenu vidéo, donc un Reels typiquement, ou un contenu TikTok. Et c'est un contenu qui existe, qui n'a pas été commandé par une destination touristique, par exemple, et qu'on vient utiliser sur ses réseaux sociaux après avoir fait des demandes, etc. Le post collaboratif, lui, il est plutôt réfléchi en amont et c'est une collaboration qui est faite entre une marque ou, dans notre cas, une destination touristique. Et, alors, ça dépend, mais en général, c'est plutôt un ambassadeur du territoire ou bien ça peut être une marque ou un prestataire. Et là, pour le coup, chaque format a ses inconvénients et ses avantages. Alors, je pense qu'on va en parler ensemble, mais les principaux avantages, par exemple, du post plutôt UGC, ça va être le fait que c'est gratuit. Donc, pour les destinations, c'est quelque chose de très pratique d'avoir accès à des photos hors de la photothèque qui nous est à disposition et de se dire que c'est un contenu gratuit qu'on a juste à demander. Et en plus de ça, autre avantage, c'est que c'est un contenu qui peut être en temps réel, surtout si on n'est pas forcément sur la destination ou tout simplement qu'on n'a pas eu le temps d'aller le matin faire une photo. Si on se rend compte que finalement il neige le matin, on peut être sûr que dans les heures qui suivent, il y a un contenu UGC qui va être posté et qu'on va pouvoir probablement réutiliser. Donc ça, c'est les principaux avantages, en plus du fait que ça peut aussi créer un vrai lien avec les communautés, puisque si on a un hashtag de destination par exemple, au final, le fait de réutiliser des posts postés par les communautés, ça les fidélise, ils sont très satisfaits qu'on parle d'eux, en tout cas qu'on utilise leur contenu. Donc c'est vraiment un lien très sympa à faire avec les communautés. Et le point positif pour les collaborations, ça va être plutôt le fait qu'on a un contenu qui va être partagé sur les 2 comptes. Et pour le coup, le fait que le post collaboratif soit partagé sur 2 comptes simultanés, ça va augmenter la portée de la publication et les statistiques vont être drastiquement meilleures.
Et puis, ça permet aussi ou d'augmenter sa portée, d'autant plus si on fait un poste collaboratif avec quelqu'un d'assez connu sur le territoire, un ambassadeur, un influenceur, ou au contraire, ça peut mettre en valeur aussi un prestataire du territoire qui n'a pas forcément beaucoup d'abonnés, mais avec qui on va avoir un lien. Et finalement, c'est très satisfaisant aussi de le mettre en valeur, même si ça ne fait pas forcément gagner beaucoup de visibilité au poste. Donc voilà en gros ce qu'est un poste UGC et un poste collaboratif pour faire vite. Et donc voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bonjour à tous. C'est vrai que, comme tu disais, ce qui est important en fait sur les postes collaboratifs, notamment cette nouvelle fonctionnalité d'Insta, enfin, ça fait quelques mois maintenant que ça existe, c'est vrai que ça permet vraiment de cumuler les interactions des deux postes. Ça va permettre d'augmenter la visibilité, comme tu l'as dit. Et ce qui est aussi un peu intéressant, c'est que vis-à-vis des UGC, les plateformes sont encore assez floues sur ce qu'elles veulent en faire. Parfois, ils annoncent qu'ils vont un peu dégrader le reach de ces postes-là. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'un post collaboratif, notamment sur Instagram, va permettre, je pense, de reprendre en fait, de redevenir maître un peu du contenu qu'on souhaite mettre en avant via les créateurs de contenu. Et comme les créateurs de contenu maintenant sont vraiment reconnus sur les différentes plateformes comme enfin, je veux dire, il n'y a plus un peu cette dichotomie qu'on peut avoir parfois avec les créateurs de contenu. C'est pour ça que ça va permettre vraiment à chaque destination, à chaque territoire, de vraiment s'approprier le contenu via un regard d'un créateur de contenu. Et je rajouterais aussi qu'en ce moment, on voit aussi l'explosion de l'UGC. L'explosion où le contenu justement qui est créé par des créateurs de contenu et moins par des influenceurs à proprement parler, qui ont une grosse communauté, fonctionne bien parce qu'ils se font aussi dans le feed, ils se font aussi dans les flux, et du coup par rapport aux utilisateurs qui vont consommer ce contenu, ça va passer beaucoup mieux. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une nouvelle façon aussi de voir le contenu. Et j'appuie effectivement ce que tu as pu dire sur ce côté communautaire. Quand on reprend du contenu UGC qui est publié naturellement, c'est vrai que ça renforce ce côté communautaire, ça renforce ce côté... ça fait plaisir quoi, d'avoir ce contenu justement qui est republié. Et effectivement, on voit bien l'usage pour l'exemple que tu donnais, effectivement, la photo prise au moment M, parce que ce jour-là il neige et que on récupère effectivement un contenu qui a été posté par un utilisateur. C'est quelque chose de très contextuel, on va dire, pour quelque chose qui est une démarche plus guidée. Comment les marques, les destinations peuvent-elles s'y prendre pour inciter leur communauté à publier du contenu de qualité les concernant, tout en maintenant justement ce qu'on a décidé, entre guillemets, de notre image de marque et celle qu'on veut voir apparaître sur les réseaux. Sur cette création de contenu, du coup, à notre communauté. Donc voilà, comment bien collaborer du coup avec eux pour que les choses soient fluides et qu'on maintienne une qualité, une image de marque. Je pense que le fait d'avoir un hashtag de destination, déjà, ça permet de pouvoir voir très facilement le contenu. Et ensuite, je pense que c'est un choix à faire. C'est sûr qu'il y a des UGC qui vont correspondre davantage à l'image de la destination et d'autres beaucoup moins, d'autres qui vont être plus qualitatifs, d'autres moins aussi. Après, je pense qu'on peut pas... Enfin, c'est difficile de driver la communauté pour qu'elle ne poste que des choses qui correspondent à la destination. Je pense qu'il faut juste faire des bons choix ensuite. C'est vrai que je pense aussi que l'UGC doit être un complément en fait à une ligne éditoriale. On ne doit pas se baser que sur de l'UGC parce que du coup on n'est pas maître forcément du contenu qu'on va mettre en avant et on est on est dépendant en fait de ce que va faire la communauté. Des fois des posts qui sont intéressants, d'autres qui le sont moins, des beaux visuels, des mauvais visuels. Et si on n'a pas cette homogénéité, parfois on peut être ne pas être logique en fait dans la manière que l'on a de communiquer. Donc c'est pour ça que le mettre en touche avec, comme tu disais, un hashtag de destination où on va pouvoir remonter ces contenus qui sont hyper importants, enfin qui sont pertinents en tout cas, va nous permettre de vraiment pouvoir lisser en fait la ligne éditoriale et ajouter de temps en temps des petites touches comme ça de posts. Après c'est vrai qu'il y a, après j'imagine vous le savez très bien, la partie contact avec la communauté pour récupérer ces posts-là, qui est vachement essentiel aussi dans ces posts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les prendre seulement pour acquis et les poster comme ça. Certaines marques peuvent le faire, mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Il faut vraiment bien contacter l'influenceur, le créateur du contenu avant pour l'utiliser dans sa ligne éditoriale. Et après, voilà, pour éviter tous les risques que l'on peut avoir, parfois juridiques. Ouais, d'accord, ok.
Après, en complément de ce que je disais tout à l'heure, pour moi, je distingue vraiment deux formes d'UGC. L'UGC naturel dont on parle effectivement, où on va publier naturellement une photo, une vidéo avec un hashtag de destination, c'est une très bonne idée. Et ça va peut-être compléter effectivement la réponse précédente. Je trouve qu'il y a aussi le deuxième côté de l'UGC où on va demander à des créateurs de contenu, et c'est là où on peut peut-être plus maîtriser puisqu'il y aura une sorte de brief. Et j'insiste à ce que je disais tout à l'heure, plus créateur qu'influenceur. Donc il y a une différence de communauté. On va demander donc à des créateurs de contenu de créer du contenu qui va nous intéresser. Et du coup, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça se mettait dans le feed de manière un peu naturelle. Et ça passait tout aussi bien, voire mieux que si c'était une publicité pour la destination. Et là, pour le coup, on peut un peu plus contrôler par rapport à l'image qu'on veut et compléter avec justement ces posts natifs. Et très important, effectivement, tu l'as dit, de contacter, de discuter pour toute la partie juridique. Ça, c'est intéressant. Je te demande de prolonger un tout petit peu, effectivement, ce qu'on appelle les campagnes de crowdsourcing. Donc, j'ai l'habitude de dire le truc mémotechnique, pour se rappeler de ce que c'est le concours photo. On va mettre certains cadres, mais on va faire produire par des tiers. La Bretagne, on s'entend, a eu une campagne de ce type. Moi, ce que j'aime en Bretagne, avec des vidéos, des shorts de 20 secondes, et puis on finissait tous pareil, bienvenue en Bretagne. Voilà, ce genre de campagne-là, quel regard vous portez tous les trois dessus ? Moi, j'ai un exemple assez concret, puisqu'à Toulon, Swello est à Toulon, donc, puisqu'à Toulon, ils font ça. C'est Toulon Forever, chaque année, ça fait plusieurs années qu'ils mettent en place ce concours. Et ça marche plutôt bien. Il faut publier donc, une photo avec un certain hashtag entre, je crois que là, c'est le premier, et, enfin, pendant tout le mois de mai. Et après, il y a un concours qui est récompensé. Ils peuvent un peu réutiliser, bien sûr, avec toute la partie juridique, réutiliser ce contenu. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, plutôt bien, mais hâte d'avoir vos avis aussi sur la question. C'est vrai que, comme tu dis, c'est hyper intéressant pour... Il y a un côté un peu valorisation aussi de notre communauté à travers ces concours, ces mises à vente post. Donc ça, c'est hyper important sur le côté un peu communautaire qu'on pouvait avoir de ce dont on parle depuis tout à l'heure. Après, encore une fois, c'est toujours le penchant, c'est aussi parfois on peut avoir une communauté qui ne réagit pas forcément parce qu'on n'a pas réussi à le pousser. Donc il faut vraiment l'imaginer dans un contexte global et dire que parfois on ne va pas avoir beaucoup de résultats, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas en fait gage de succès forcément que d'appeler la communauté à poster des contenus. Okay. Moi, je trouve ça très positif pour le coup parce que ça réunit tout le monde autour d'une destination. Et puis l'avantage aussi pour une destination, c'est que on a des contenus faciles à réutiliser, quand bien même que voilà, il faille qu'il y ait des participants et que les règles aient été mises en place avant sur la récupération des photos. Mais le fait d'avoir des gens authentiques du territoire qui parlent de leur territoire, je pense que c'est un atout énorme pour les destinations. Oui, complètement. Est-ce qu'on va peut-être proposer à la salle, dans un premier temps, d'interagir avec nos intervenants, sinon on va continuer un petit peu à dérouler, mais je vous propose de vous laisser la parole si vous le souhaitez, donc sur le sujet des UGC, des postes collaboratifs. On attend encore un petit peu, hein. Je vois qu'il faut que tout le monde prenne ses marques. On va passer peut-être à la deuxième tendance. Pour une fois, j'en ferai pas le teaser. Je vais juste l'afficher et je vous laisse dérouler. Oui, mais la deuxième tendance, c'est la perfection des contenus qui touchent à sa fin. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a besoin d'authenticité de plus en plus. Ça a été un petit peu reproché ces dernières années où tout était prévu, un peu fake. Et ça va en plus avec ce qu'on vient de dire, hein, cette authenticité justement par rapport à notre territoire, au territoire qu'on aime. Et dans ce sens, il y a des réseaux sociaux qui se sont créés petit à petit. Et notamment, si on peut passer juste à la slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Notamment on en a sélectionné 3. Merci beaucoup. On a sélectionné 3. Le premier, vous connaissez peut-être, Biril. Alors, ça va peut-être moins fonctionner pour une destination puisqu'on ne peut pas forcément récupérer les contenus, mais on parle aussi ici d'un peu de veille. Biril qui va vous permettre de publier une photo à un instant T de votre journée, le partager à votre communauté. Alors ça peut être vos amis, ça peut être votre famille ou alors à toute la communauté Biril. Petite mention supplémentaire parce que c'est un réseau social français. Donc c'est vrai que c'est assez rare pour le souligner. Il a fait grand bruit ces derniers mois, l'utilisation est en train un petit peu de stagner actuellement, mais il reste quand même assez important et moi j'aime bien pour l'avoir testé plusieurs fois ce réseau social. Un deuxième parce que à chaque fois qu'il y a un réseau social qui fonctionne,
Vous l'avez sûrement remarqué avec Clubhouse à l'époque, qui nous permettait de créer des rooms audio. Tout de suite, on a eu les LinkedIn audio, on a eu les rooms audio sur Twitter. Donc ça continue, ça continue. Ben là, c'est pareil, tout comme Snapchat et Instagram pour les stories. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, les géants des réseaux sociaux vont avoir tendance à prendre justement ces idées-là. Et bien c'est la même chose avec TikTok Now, qui est totalement la même chose que BeReal, mais sur TikTok. Et pareil également pour Glimpse d'Instagram. Alors c'est en cours de développement, c'est pas encore disponible. Mais ce qu'on remarque en tout cas, c'est que les utilisateurs, j'ai envie de dire nous tous, on va avoir tendance à rechercher, et encore plus cette année, cette transparence, cette authenticité. Je ne vais pas trop partir sur ce sujet, mais juste une phrase, ça sent aussi au niveau de l'influence, au niveau... D'ailleurs, il y a des lois qui ont été mises en place petit à petit, où il faut indiquer que c'est un post sponsorisé, et c'est tant mieux. Et ça va encore plus loin, là j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Mais en tout cas, ouais, on va vraiment vers cette authenticité et cette transparence sur les réseaux sociaux, et ça fait du bien. C'est clair que TikTok a complètement, enfin récemment en tout cas, bousculé, on va dire, la manière que l'on a de communiquer. Ça s'est vu sur les algorithmes des différentes plateformes, ça s'est vu sur les contenus qui ont été poussés par, que ce soit les destinations ou les marques. Et cette recherche d'authenticité dans le contenu, c'est quelque chose qui est hyper intéressant, en tout cas à travailler, à réfléchir, et de ne pas seulement le voir comme un moyen de se promouvoir, mais aussi de montrer qui on est. C'est montrer aussi quelles sont les valeurs d'une destination, quelle est sa façon de voir les choses. Vraiment, le côté proche des gens, c'est hyper important. Et c'est vrai que TikTok a permis de casser, on va dire, tous les codes un peu pub qu'on pouvait avoir sur ces dernières années, cet aspect très léché qu'on pouvait avoir des contenus. Donc ce côté authentique que tu as parlé, c'est vrai que ça permet vraiment de pouvoir mettre en avant des contenus d'une manière différente, de les penser d'une manière différente. Et au niveau des destinations, je trouve que ça se ressent aussi beaucoup auprès des communautés, notamment en commentaire, où si on met une sublime photo avec un temps magnifique, parce que là on parle d'authenticité, mais aussi de transparence, avec une météo incroyable, des fleurs, et finalement la communauté, elle n'est pas bête, elle sait que la photo n'a pas forcément été prise le jour même ou dans la semaine, et en commentaire ça se ressent, donc il faut aussi faire attention justement à mettre des photos le plus réalistes possible. Je pense que ça s'est beaucoup ressenti aussi au moment de la canicule, où si on met une belle photo d'une rivière alors que finalement elle est actuellement asséchée, c'est sûr que la communauté réagit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est attendu de la part de la communauté, certes sur la partie visuelle, mais aussi sur ce qu'on va raconter. Elle veut juste de la vérité, de l'authenticité, et juste pas de mensonge en fait. Et pour compléter sur la partie TikTok, même si on y reviendra aussi demain, parce qu'il y a des ateliers liés à TikTok demain, c'est vrai qu'on a remarqué avec le temps qu'il y a beaucoup plus par rapport à par exemple un YouTube où il va y avoir très peu de créateurs mais beaucoup de consommateurs. Sur TikTok, on va avoir autant de créateurs que de consommateurs, parce que c'est simple, parce que c'est rapide, parce que c'est authentique, et c'est de ça dont on a besoin. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, TikTok bouscule et a bousculé l'écosystème des réseaux sociaux. Donc ouais, très intéressant que ça évolue, parce que c'est vers là où on veut aller aussi. Et puis c'est vrai que ça a bousculé, ça a forcé aussi les autres plateformes à s'adapter à ce contenu-là, parce que c'est vrai qu'on consomme le contenu de manière complètement différente, comme tu l'as dit. Sur YouTube, on a des contenus qui vont être beaucoup plus longs, où on s'autorise, on va dire, à regarder des contenus longs. On voit avec les gros créateurs de contenu qui fonctionnent en ce moment, Inox qui sort sa vidéo de 2 heures, à peine 2 heures récemment, elle a vachement bien fonctionné, alors qu'on se dit pourtant rester 2 heures devant une vidéo YouTube, c'est pas les codes que l'on a l'habitude sur les plateformes. Donc YouTube a réussi à sortir de ça, et du coup les autres communautés sur les autres plateformes ont dû aussi voir un peu leur contenu évoluer sur des contenus beaucoup plus courts. On en parlera dans la tendance. Exactement. Juste après, petite transition. Mais ça permet justement aussi d'adapter. En fait, ils se sont adaptés. Insta maintenant revient un peu, essaye de changer un peu les choses. Mais voilà, il y a ces petites modifications aussi sur les autres plateformes qui sont intéressantes à regarder. Avec les Reels, du coup sur Insta, avec les Shorts sur YouTube, comme d'habitude. Dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne, ils essaient de le dupliquer. Et des fois, ça s'arrête aussi. Des fois, il y a par exemple, sur Twitter, à l'époque c'était il y a un an, il y avait les stories aussi, les flits. Et du coup, c'est arrivé, tout le monde était là, ok, les stories, c'est intéressant. Au final, ça s'est arrêté. Alors là, Elon Musk est en train de voir pour les réintégrer. Mais je veux dire, voilà, ils essaient à chaque fois, ils essaient de prendre, et après, au pire, ils arrêtent. Mais assez intéressant. C'est vrai que Twitter, maintenant, on peut slider entre les différentes vidéos que l'on a. Oui, donc là, il y a comme les Reels. Ouais, exactement. Donc ça aussi, ça montre que
une plateforme comme TikTok a changé aussi, a forcé les autres plateformes à s'adapter à ce contenu vidéo notamment, qui se consomme très très vite et de manière un peu parfois impulsive. On a tous eu l'exemple ça nous est tous arrivé de rester très longtemps sur les réseaux en slidant pendant environ 25 minutes, voire plus. Ouais, complètement. Je te remercie, Paul. J'ai bien senti la perche que tu me tendais pour la tendance suivante, mais j'en ai pas encore fini avec vous trois sur celle-ci. Alors, plus que sur l'aspect court des contenus qui sont produits en ce moment, c'est vraiment plutôt sur l'aspect, celui qui était énoncé dans la tendance, c'est-à-dire la fin de la perfection dans le contenu. Alors, on travaille quand même, nous, dans le tourisme, qui, par essence, montre le beau. Et donc, est-ce que, au-delà des tendances, est-ce que c'est vraiment la fin de l'esthétisme, de la sophistication visuelle, des contenus qu'on peut mettre en ligne? Comment on peut trouver un équilibre aussi? Est-ce que c'est considérer ça plateforme par plateforme? Est-ce qu'on peut mixer les contenus au sein d'une même plateforme, et du coup, au risque de peut-être déstabiliser un petit peu aussi la communauté entre un contenu qui est assez élaboré et sophistiqué, comme ça j'aurais réussi à le dire, et un contenu qui est plus effectivement fait sur l'instant avec les codes de TikTok où on voit où ça tremblote, où effectivement tout n'est pas parfait, mais en même temps où ça paraît très authentique. Donc voilà, est-ce que c'est la fin de l'esthétisme visuel d'une part, et d'autre part, comment on peut trouver un équilibre par réseau ou entre les réseaux? Moi, je ne pense pas que ce soit la fin. Je pense que ça dépend de la stratégie de la destination. Il y a des destinations qui vont être plus haut de gamme, qui vont vouloir forcément mettre sur leurs réseaux sociaux des contenus léchés. Et pourquoi pas, c'est légitime parce que ces photos, elles peuvent être réelles et assez peu retouchées. À contrario de d'autres destinations qui veulent prôner l'authenticité. Donc, je pense vraiment que la stratégie de la destination, c'est la première chose. Il faut se questionner là-dessus. Et ensuite, je pense quand même qu'il y a des destinations qui peuvent mélanger les deux. Malgré tout, moi, je pense qu'on peut avoir de jolies photos en prenant le naturel. Donc, ça, c'est le plus difficile à mettre en place. Après, de mon côté, je ne pense pas qu'il faille penser la fin de la perfection comme la fin de la sophistication. Je vais y arriver. Tu t'es fait avoir. Ouais, tu m'as fait bugger pas mal. Cependant, il est important aussi faut toujours imaginer les contenus. C'est pas parce qu'on les rend moins parfaits qu'on ne les imagine pas en amont et qu'on ne les réfléchit pas. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on va prendre une vidéo peut-être rapidement qu'on ne doit pas aussi l'adapter selon les codes de la plateforme, la construire et surtout la réfléchir en amont. On est moins dans une perfection, c'est-à-dire qu'on est plus dans de l'authenticité, mais on n'est pas dans quelque chose qui est pris que sur l'instant. Il y a aussi un besoin de réfléchir, et il faut que ça rentre, comme tu disais, sur la stratégie aussi de la destination. Okay. Entièrement d'accord sur ce que vous avez dit. Non, mais je pense que ça peut vraiment se mélanger. Voilà, tout est histoire de stratégie, tout est histoire d'édito, quoi. Après, je vous rejoins totalement. Ça se prépare, c'est pas parce que c'est authentique. Enfin, c'est un peu rigolo de dire ça, mais ça peut se préparer aussi, quoi. Le tout, c'est juste que ce soit naturel, que ce soit peut-être en fait éviter les filtres d'il y a 10-15 ans. On le faisait tous, on le mettait tous, hein, ce filtre. Mais je veux dire, les filtres sur Insta, voilà. Donc c'est juste peut-être aussi ça, c'est plus de naturel, Ouais, je te rejoins, tout est beau en plus. Enfin, on a quand même un pays qui est magnifique. En France, avec toutes les destinations qui sont super belles, on a de quoi faire sans trop retoucher, sans tout ça. Donc, ouais. Je retiens réflexion stratégique en amont pour illustrer le positionnement aussi à travers les contenus. Et puis voilà, après une bonne gestion, de toute manière, tous les contenus sont évidemment anticipés dans le cadre d'une ligne éditoriale. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va apporter un petit peu des touches. Je vous fais la même proposition, même si on aura un temps de réflexion ensemble en fin d'atelier. Est-ce que d'ores et déjà, il y a des questions, des réflexions sur cette partie qui concerne un peu la fin de la perfection dans les contenus? Je ne vois pas encore de main levée. Allez, ça marche. Si, une là-haut. Marie, merci, super. Bonjour. N'hésitez pas à vous présenter. Moi, c'est Fabrizio Yello. Je suis copropriétaire de la société Provence Connexion. Et en
fait, personnellement, je trouve que vous devriez peut-être réfléchir à, parce que tous les sujets que vous avez abordés, c'est super intéressant. Par contre, je trouve que j'ai vécu quelque chose, en fait, peut-être aux États-Unis, qui m'a beaucoup inspiré. C'est le fait qu'on commence beaucoup là-bas à parler du ugly is beautiful. Et quand on réfléchit à ça, je pense qu'on rentre vraiment dans l'idée de faire du tourisme même, avec du moche, du vrai, du triste, du pas parfait du tout, quoi. Et je pense que les clients, ils cherchent ça, en fait. J'en suis persuadé, j'en ai fait l'expérience. Et c'est pas parce que on est sur la Côte d'Azur qu'on peut pas faire quelque chose d'un peu plus rock, quoi, un peu plus chargé de comment dire, de vrai, quoi, de concret. Ouais, de vrai, d'émotion. Voilà, exactement, d'émotionnel, ouais. C'est ça. Bah après, pour le dire autrement, c'est un petit peu ce que tu disais, Jonathan. Alors, pas ugly, beautiful, ok, mais c'est plutôt le fait de dire la beauté se trouve partout, finalement. C'est pas pour rien que ceux qui font de la photo portrait aiment bien les visages marqués, qui ont vécu, etc. Parce que ça révèle aussi des choses, ce manque de perfection, on va dire. Donc, ouais. De toute façon, quelle que soit la tendance dont on va parler, le but, je pense, c'est de tester. Et c'est vrai que les tendances, ça bouge, ça change, ça évolue. Et si cette tendance-là, c'est celle de maintenant, ce sera peut-être pas celle de demain. Et le but pour moi, c'est vraiment, il faut tester. Soit il y a un public en face qui va répondre présent, soit pas encore, peut-être. Mais je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir. Et peut-être qu'effectivement, c'est la tendance du moment. Enfin, peut-être que ça va arriver. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que s'autoriser aussi à tester de nouvelles choses et voir comment la communauté réagit. Pas tous les community managers aussi se l'autorisent. On a peur qu'il y ait un impact un peu plus à long terme sur le reach, etc. Donc, vous trois, votre préconisation, on va dire, pour pas parler de conseils, c'est inverse, c'est d'y aller, c'est de tester, et puis c'est vraiment de discuter avec la communauté pour voir voilà, si ça répond ou pas. C'est ça ? Je pense que pour tous les formats, alors peu importe que ce soit dans ce cas-là pour de l'authenticité, un contenu un petit peu plus, moins léché, mais en fait pour tout, même quand il y a des nouveautés, ce qu'il faut c'est tester et se rendre compte si la communauté est au rendez-vous ou pas, puisque en fait ça dépend beaucoup des destinations ou des marques. Il y a vraiment des destinations avec des communautés qui vont attendre quelque chose de particulier, et ce sera tout l'inverse pour un autre territoire. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est tester. Okay. Pas vraiment de choses à rajouter. Non, mais quelque chose. Je pense, une recommandation importante. C'est hyper important. De toute façon, il faut tester, que ce soit des formats, que ce soit des idées. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que faut pas se fermer à quelque chose. Et si pour vous, le côté ugly, ça a fonctionné auprès de la promotion d'un territoire, d'une destie, d'une ville, peu importe, ça peut fonctionner pour vous, mais ça peut peut-être pas fonctionner pour tout le monde. C'est pour ça qu'aussi, il est important de se réfléchir à quelle est notre communauté, de quelle manière on lui adresse un message, une photo, une vidéo, et c'est pas une science infuse en fait. C'est pas, comme tu dis, la tendance d'aujourd'hui sera pas celle de demain. On a la chance quand même de faire un métier qui évolue tout le temps. Le métier qu'on faisait il y a 6 mois, c'est pas le même que l'on fait aujourd'hui, c'est pas le même qu'on fera dans 6 mois. Et c'est hyper intéressant justement de toujours s'adapter à ces nouvelles tendances, ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles utilisations que l'on peut avoir des plateformes, et surtout comment nos communautés interagissent avec nous de manière générale. Oui, et puis surtout ne pas résumer cette tendance à montrer le beau partout, mais en réalité en montrant des choses qui peuvent être moins esthétiques, mais c'est plutôt aussi sur la construction du contenu, sur sa forme. Comme ce sont des contenus plus courts et que tu m'as lancé une perche énorme tout à l'heure, je te la rends sur la prochaine tendance. Oui, c'est vrai qu'on voulait revenir sur l'essor du Instant Content. Enfin, c'est quelque chose qui
le stack content, c'est un terme pardon, qu'on connaît déjà depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment avec les nouvelles plateformes, on tend quand même à une visibilité des contenus beaucoup plus courte. C'est pour ça que, si je me permets juste de passer la slide suivante, ce qu'on voyait en fait en 2020, pardon, c'est qu'on avait un temps moyen d'attention d'environ 12 secondes, quand aujourd'hui on est plus aux alentours des 8. Et sur TikTok, les chiffres qu'ils nous partageaient, c'était plus vers 5 secondes d'attention. Donc c'est pour ça aujourd'hui que les différentes communautés, les différentes personnes qui sont sur les réseaux sociaux vont consommer le contenu de manière différente. C'est vrai qu'on est loin maintenant des vidéos qu'on va regarder de 3, 4, 5 minutes sur que ce soit Facebook, Insta, moins Twitter et LinkedIn, parce que c'est des plateformes qui fonctionnent un peu différemment. Mais cet essor, on va dire, d'un contenu beaucoup plus direct en fait, va permettre aujourd'hui d'adresser des messages un peu de manière différente. Et c'est vrai qu'on a aussi cette génération, cette Gen Z, qui va chercher à s'informer de manière différente, avec des contenus qui vont être un peu plus rapides. Et les plateformes aussi essayent de s'adapter à ce côté, on a besoin de l'information rapidement. C'est pour ça par exemple que sur TikTok, maintenant on peut avoir aussi directement les tendances en cliquant sur les commentaires. C'est des choses qui permettent d'aller beaucoup plus rapidement en fait à la source d'une information. Donc après c'est vrai que reste toujours la pertinence des informations, mais c'est comme ça de manière générale sur Internet. Hein, tout dépend de quel lien on lit, quel article on lit pour s'informer. On peut avoir un peu des vues biaisées parfois qui peuvent arriver, mais ça permet quand même d'avoir cette information-là. Et comme cette génération Z, qui seront les consommateurs de demain, poussent du contenu, en tout cas réfléchissent à s'intéresser et à s'informer de cette manière, c'est important aussi de leur adresser des messages. Et c'est vrai que ce qu'on avait rajouté, c'était des exemples, par exemple sur TikTok. Donc ils lancent les hashtags BookTok, qui permettent en fait de promouvoir donc là c'est la littérature en l'occurrence, mais de promouvoir des activités. Donc ils l'ont fait sur le cinéma également, sur le sport. Enfin, ils se développent et en fait ils développent une nouvelle manière de consommer du contenu et de consommer en fait de l'information. Et notamment, on connaît tous Hugo Décrypte, qui va tous les jours revenir sur des faits d'actualité. Et là, encore une fois, si vous interrogez les plus jeunes générations, il reste hyper pertinent, en fait, Hugo, dans sa manière qu'il a de vulgariser, on va dire, cette information-là. Est-ce que vous sentez tous les trois vraiment cet aspect très générationnel? En gros, ce snack content, ça s'adresse à qui, d'une part? Et d'autre part, par définition, les messages et la capacité qu'on a de déployer un message marketing un petit peu élaboré s'en trouve grandement réduit sur des contenus extrêmement courts. Du coup, quelle capacité on a aussi à générer de nouveaux contacts, de nouveaux prospects, des leads, avec des messages forcément tronqués sur l'affirmation de notre positionnement? Alors, moi, je trouve que pour le coup, les contenus courts, il n'y a pas forcément d'âge. Alors oui, effectivement, la génération Z y est confrontée parce que c'est elle qui est principalement sur TikTok, mais pas que. Je pense qu'aujourd'hui, on est presque tous sur TikTok, mais c'est aussi le cas sur Instagram avec les Reels. Je pense que si on transpose ça au domaine du tourisme, les premières secondes d'une vidéo, elles sont hyper importantes, puisque c'est ce qui va faire que la personne reste ou pas sur la vidéo sur son entièreté. Après, encore une fois, personnellement, je trouve que ça dépend quand même de la stratégie, puisque on sait qu'une personne qui va justement consommer du TikTok pendant 5-10 minutes dans les transports, c'est pas pour autant que le soir, elle va pas passer 2 heures devant un live Twitch, par exemple, ou devant une vidéo YouTube, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait, tout le monde est capable de consommer des contenus courts ou des contenus longs. Donc il faut s'adresser à toutes ces personnes. Et donc on en revient à la stratégie où finalement, des contenus plus longs et plus léchés aussi, ça va correspondre plutôt à un objectif de notoriété. Donc c'est hyper important pour toutes les destinations de continuer à faire du contenu long. Et les contenus courts, on est plus sur augmenter sa portée et juste avoir vraiment cet effet de consommation de contenu. Donc je pense que vraiment tous les formats ont encore leur place et sur tous les réseaux. Donc en amont, travailler effectivement la ligne éditoriale, mais aussi dans cet aspect stratégie, travailler les schémas de diffusion, le maillage, justement pour pouvoir faire passer un même internaute finalement d'un contenu court à un contenu plus long, plus élaboré, et lui laisser la possibilité, c'est ce que tu nous dis en fait. Ça dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Ok, ça marche. Messieurs? Moi j'aime bien dire, hein, pour compléter, que le snack content c'est un peu la bande-annonce qu'on a pour voir un film beaucoup plus long.
Parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, on consomme effectivement du snack content en 10 secondes et pour autant on passe 2 heures sur un Twitch, sur une vidéo YouTube. Alors qu'avant, la vidéo YouTube, c'était pas 2 heures, c'était beaucoup plus court. Moi, je trouve que c'est vraiment même une aubaine pour le tourisme, justement, ces formats courts, parce que on a un claquement de doigts, via une tendance, on peut montrer l'entièreté d'une destination sur une musique un peu impactante. Et puis après, si ça devient une tendance, c'est vraiment très intéressant. Et même côté utilisateur, moi je vois quand je pars en voyage, en ce moment, mes premiers réflexes, c'est d'aller voir sur les Reels, voir s'il n'y a pas des petites astuces, des petits endroits que je ne trouve pas sur le web un peu plus classique, je dirais, enfin, sur Google, etc. Donc ouais, c'est assez intéressant et ça rentre tout à fait dans ce maillage, comme tu disais, où il faut aussi donner envie, et les youtubeurs l'ont bien compris, c'est ce qu'on appelle aussi sur Twitch des clips, vraiment des morceaux très courts d'une situation qui nous donne envie en fait, d'aller voir le contenu encore plus long après, et donc de garder l'internaute sur justement tout ce maillage, toute cette stratégie qu'on met en place. Oui, c'est intéressant effectivement ce que tu dis sur l'utilisation de ce contenu-là aussi en séjour, peut-être à des fins de conseils en séjour, d'orientation, etc. Ça peut être un des usages, oui, effectivement. Je vous propose qu'on enchaîne sur la tendance suivante, qui est une tendance un peu plus sur le fond, justement, les aspects un peu plus sociétaux et sociologiques. Alors pour le coup, la prochaine tendance, c'est la montée en flèche du tourisme responsable. Ce qu'on a pu observer, c'est que la crise du Covid-19 a profondément changé le secteur du tourisme. On est vraiment passé de l'ère du tourisme de masse à l'ère du tourisme responsable. Alors, voyager responsable, c'est quoi? Alors, en quelques mots, c'est vraiment une sorte de voyage alternatif qui va mettre en avant le fait de minimiser notre impact sur le voyage, sur l'environnement, mais aussi de favoriser l'économie locale, par exemple. Donc en fait, c'est souvent voyager plus proche de chez soi et de manière plus authentique. Et c'est vraiment un souhait en fait des voyageurs, et on peut le voir, puisque 77% des Français déclarent vouloir voyager de manière plus durable au cours de l'année qui arrive. Ça, c'est une étude Booking de 2023, donc on est vraiment sur de l'actualité. Et la principale tendance qui sort de ça, c'est surtout le voyage en train. C'est ce qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux, à tel point qu'il y a un terme qui est apparu depuis quelque temps, c'est le train bragging, qui signifie qu'on est fier de montrer sur les réseaux sociaux qu'on voyage en train. Donc c'est un petit peu le contre-pied du fait qu'on ait honte maintenant de montrer qu'on prend l'avion. Donc le voyage en train à la côte, à tel point aussi qu'il y a des influenceurs qui surfent complètement là-dessus. Alors, il y a des influenceurs qui n'ont pas tellement changé leur manière de voir le voyage, mais qui surfent quand même sur la tendance. Alors, par exemple, Bruno Maltor, qui est quand même un influenceur voyage extrêmement connu, fait des vidéos justement sur le fait de voyager en train, notamment récemment sur tout un voyage en train au Canada. Mais moi, je pense surtout à Globetrotter, qui ne fait que des posts en fait, sur le voyage en train. Donc, ça montre bien que c'est une tendance attendu vraiment des consommateurs, mais aussi un message porté par les influenceurs et qui doit aussi être porté par les destinations, en tout cas si c'est possible. Alors pas forcément que sur les mobilités douces, mais de manière plus générale. Alors après, c'est un axe qu'on verra dans l'atelier numéro 2 de manière un petit peu plus élaborée. Donc j'en dis pas plus pour l'instant de mon côté. Non, juste un petit exemple, là j'ai vu qu'en Allemagne, ils mettaient en place une carte de train, je ne sais plus le prix, mais très peu cher, 49 je crois, 49 €, je crois. 49, ouais. Pour 10 voyages, et après c'est gratuit. Les voyages illimités, ouais, 49 illimité. €. Ouais. C'est quand même très très chouette, et c'est vrai que c'est ce qu'on veut de plus en plus. À l'époque aussi, quand j'étais un petit peu plus jeune, j'avais TGV Max en France, où c'était 79 € par mois et on voyageait en illimité où on voulait en France. Donc ouais, il y a cette envie de plus en plus qui se fait sentir. Et j'ai bien aimé ton exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a honte de mettre une photo en avion, alors qu'avant c'était grave stylé de partager en story qu'on est en train de prendre l'avion. Et pourquoi pas? C'est vrai que c'est intéressant aussi juste de prendre conscience de la réalité écologique qui est de plus en plus importante. Donc moi j'aime bien cette nouvelle tendance, je la trouve sympa. C'est vrai que c'est un enjeu, je pense qu'on partage un peu tous ici sur cette manière de réfléchir aujourd'hui, de réfléchir le voyage de manière plus responsable. Ce qui est vachement important aussi, c'est de ne pas survendre, on va dire, un territoire à travers ces... mais je pense qu'effectivement, on en reviendra un peu plus loin après, sur la manière aujourd'hui qu'un territoire peut prendre la parole sur ces sujets-là.
Il faut le penser de manière globale. Il ne faut pas juste faire un post parce que c'est tendance aujourd'hui. Oui. Il faut le réfléchir en fait sur vraiment notre stratégie. On en revient toujours, hein, globalement, on est toujours lié à la stratégie. Mais c'est vrai que c'est important de bien ancrer aussi ce tourisme responsable, ce voyage responsable dans la stratégie de communication du territoire. Est-ce qu'on a les moyens d'en parler? Est-ce que c'est, on va dire, juste pour surfer sur la tendance? Être vraiment pertinent dans la manière que l'on a d'adresser un message est aussi hyper important. Et par rapport à l'ensemble des destinations avec qui vous travaillez à longueur d'année, sans se placer du côté des destinations, là on va parler de tout ça effectivement sur la deuxième heure tout à l'heure, plaçons-nous plutôt du côté des internautes, des socionautes en l'occurrence. Au-delà des convictions personnelles de la destination et même de la personne en charge des réseaux, vous ressentez qu'on doit ou qu'on peut aller jusqu'où? Il y a quelques destinations en fait qui traduisent tourisme durable par tourisme de nature, et donc on va mettre en avant nos zones naturelles, voire nos zones protégées, sans forcément s'attarder sur l'empreinte carbone qu'a généré le fait d'aller visiter cette zone naturelle. Est-ce qu'il faut simplement se limiter à ça et pas affirmer, on va dire, une prise de position trop forte? Est-ce que les communautés en sont là et si on faisait un pas de plus, ce serait un pas de trop? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'il faut vraiment affirmer vraiment une prise de position presque dans cette société qui évolue aussi sur ces aspects de durabilité, parce que le pas en moins pourrait nous être reproché, encore une fois de manière très générale, d'une destination et d'une communauté à l'autre? Ça peut être effectivement différent, mais tout le monde évolue aussi à un rythme. Les choses sont en train d'évoluer dans l'imaginaire et la conscience collective. Donc comment vous ressentez un petit peu justement ces communautés? Elles en sont où pour la plupart d'entre elles? Moi, je trouve que les communautés, elles sont demandeuses de ça. Enfin, pas forcément demandeuses, mais en tout cas, elles acceptent très facilement le fait qu'on puisse parler de manière plus responsable. Alors, juste, il faut bien le faire. Il faut forcément s'adapter aussi quand même à la communauté. On ne va pas tout de suite donner des chiffres très précis à une communauté qui n'y entend rien. Donc, il faut s'adapter à elle. Je pense que les community managers connaissent leur communauté. Donc, à eux, progressivement, tout simplement d'avoir ce côté très pédagogue et les emmener vers un tourisme plus responsable. Mais on ne peut pas du jour au lendemain parler 100% de manière responsable à une communauté qui n'y a jamais été confrontée. Super, merci. On passe à la dernière tendance, comme ça on gardera un temps d'échange avec la salle. Celle-là aussi, toute d'actualité toute chaude, avec un lancement d'un outil qui a fait grand bruit en novembre dernier, pour ne parler que de lui, mais depuis il se multiplie. C'est vrai qu'on voulait revenir un peu sur l'IA et l'impact de l'IA aujourd'hui sur nos différentes communications. Donc comme tu l'as très bien dit, l'IA est de plus en plus présente dans notre manière de consommer les infos. On a vu l'apparition de ChatGPT, pour ne pas citer que lui, Midjourney dans la création des vidéos, des photos, pardon. Et c'est vrai que c'est je trouve hyper intéressant aujourd'hui d'avoir cette aide de l'IA pour nous accompagner sur la créativité de nos différents posts. Je prends un exemple. C'est marrant que tu parles de créativité d'ailleurs. Ouais, mais c'est vrai que en termes de créativité, on a proposé la campagne Undies qui est sortie du coup la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur les différents réseaux. En fait, c'est une campagne qui a été générée 100% par une IA. Le Undies en fait était confronté à la difficulté aujourd'hui de prendre des contenus sous l'eau. Très compliqué d'avoir la bonne lumière, la bonne mise en avant des contenus. Du coup, ils ont demandé en fait à des IA de générer des visuels qui leur permettaient de mettre en avant leurs produits sous l'eau, tout en étant quand même assez pertinent en fait dans la manière de mettre en avant les visuels. Il y a du coup de plus en plus de marques qui surfent aussi sur cette tendance de l'IA. Il y a Heinz qui a fait une super activation sur ces dernières semaines où ils ont en fait demandé à une IA de générer des bouteilles de ketchup dans différentes situations. Et en fait, à chaque fois, le visuel que ressortait l'IA était une bouteille de Heinz. Du coup, ils ont fait la catchline qui fonctionne très bien, It has to be Heinz. Donc c'était sûr que ça devait être Heinz. Donc ça, c'est encore une fois aussi hyper pertinent en termes de créativité. Il y a également une campagne qui a fait pas mal de bruit sur la Journée internationale du droit des femmes. C'est l'association Jamais sans elle qui a fait une campagne où elle a demandé justement à Midjourney, donc c'était la version précédente de Midjourney, c'était la 4, de mettre en avant un CEO, un pompier, donc c'était en anglais, donc a CEO, a firefighter, a secretary, et à chaque fois en fait les métiers
représentait des hommes et pour les secrétaires, ça représentait des femmes. Donc, du coup, c'était en fait pour montrer aussi que les IA devaient évoluer et ne pas en fait seulement être dans les codes sociaux qui lui étaient déjà poussés en avant. Donc Midjourney a déjà un peu fait évoluer les choses récemment. Il y a une campagne qui est sortie aussi, j'ai oublié le nom, sur justement cette évolution-là. Avec maintenant, on pouvait voir des chefs féminins et masculins, et pas seulement en fait des chefs masculins, chefs cuisiniers, pardon. Et du coup, c'est pour ça que voilà, l'IA reste en fait, je pense, un super atout dans notre manière aujourd'hui de communiquer, de réfléchir aujourd'hui. Cependant, il faut faire attention de ne pas être non plus dans le côté un peu l'opposé, on va dire, qui est le côté un peu plus négatif de la chose, où malheureusement, il y a des entreprises qui ont déjà commencé à remplacer des collaborateurs parce que, pour les remplacer par des IA, en fait. Donc c'est pour ça que ça doit servir en fait comme un assistant plus pour nous aider, parfois pour nous dépanner, mais pas vraiment, on doit garder quand même notre libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a quand même des réflexions qui sont faites en ce moment auprès des différentes classes politiques internationales sur comment aujourd'hui on régule l'utilisation des IA dans notre vie. Alors sur la création de contenu, ok, on voit les usages, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur d'autres ateliers, d'autres conférences. Est-ce que vous sentez poindre ou est-ce que il y a quelque chose qui pourrait apparaître vraiment sur la partie community management aujourd'hui, s'adresser sur un site web à un chatbot, finalement ça va devenir de plus en plus la norme, même si jusqu'à présent ce n'était pas des systèmes encore très efficaces. Justement, le renfort des IA génératives va faire exploser ce genre d'assistance utilisateur ou client. Les réseaux sociaux restent surtout aussi des médias conversationnels, certes au sein de la communauté, mais aussi avec la marque. Est-ce que vous sentez que quelque chose pourrait apparaître? Aujourd'hui, on a encore des vrais community managers avec des vraies personnalités et on prend plaisir à communiquer avec eux. Est-ce que demain, je serai plus confronté sur les réseaux qu'à des IA en fait? Je pense pas que l'IA va remplacer les humains sur ce côté-là. Comme tu le dis, c'est vraiment pour moi un outil, un assistant, une aide. Et il y a déjà des choses qui sont en place. Alors, je ne vais pas citer d'outils pour gérer ces réseaux sociaux, mais on peut avoir des assistants pour avoir des hashtags pertinents par rapport au texte qu'on va être en train de rédiger. On a aussi, grâce à OpenAI et ChatGPT, la possibilité d'avoir des suggestions de reformulation, formulation de texte de diverses manières en fonction des précédents textes qu'on a déjà publiés, déjà rédigés, donc avec notre ton de voix. Donc c'est vraiment une aide, je trouve, c'est vraiment intéressant. Après, je pense qu'il faut aussi faire attention. C'est-à-dire que là, on a montré la campagne d'Undis que je trouve assez chouette, mais ça aussi, il y a eu aussi, vous l'avez peut-être vu passer, des photos en manifestation qui avaient été générées par des IA, et ça a été très compliqué de savoir si c'était une vraie photo, une fausse photo. Et là, je fais notamment écho à Twitter, déjà que c'est chaud de temps en temps, c'est compliqué de temps en temps de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Si en plus on rajoute des choses qui sont quasiment vraies, à quelques détails près, moi j'ai un peu peur de ça. C'est juste les limites de à quel moment, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir techniquement, je ne sais pas, pour rajouter qu'une image est vraie et qu'une autre est fausse ou l'inverse. Parce que c'est vrai que ce grand-père qui avait été bousculé dans cette image-là dans les manifestations a fait grand bruit et l'AFP a commencé à regarder, à essayer de fact-checker si c'était vrai, faux, etc. Enfin, ça a été... c'est un petit peu dangereux, je trouve, quand même, à ce niveau-là. Oui, et puis en plus, une fois que le coup est parti, même si derrière du fact-checking, etc., on sait ce que ça provoque. Ah bah, ça peut très vite... Entre guillemets, le mal est déjà fait, quoi. Ouais. Ça peut très vite, ça peut aller très, très loin très vite. Après, il y a quand même des usages très intéressants, comme voilà, pour les hashtags, pour la génération de texte. Mais pour moi, ça n'enlèvera pas, ça ne nous enlèvera pas. Nous, communicants, on sera toujours là. C'est peut-être bien de rassurer tout le monde. On aura l'occasion d'en parler demain sur la dernière séquence d'atelier, la production de contenu via les IA. Tu parlais d'images, on va voir déjà si on a l'œil sur les textes. Et je te propose, Paul, de passer à la slide suivante. On a fait un petit exercice avec nos camarades aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui a été généré par une IA on a demandé à ChatGPT de nous faire un post sur l'île de Noirmoutier. Et est-ce que vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui a été généré par une IA et qu'est-ce qui a été généré par l'Office de tourisme de Noirmoutier? On vous laisse lire un petit peu, puis on va faire de la main levée après pour voir, prendre un peu la tendance. Alors, qui pense que c'est le contenu sur votre gauche
qui a été conçu par l'IA. Ouais, on a pas mal de mains en l'air. Et par contraste, qui pense que c'est le contenu de droite qui a été généré par l'IA? Un petit peu moins, non? Ouais, on est à moins. Effectivement, c'était celui de gauche qui a été généré par l'IA. Ce qui est hyper intéressant de voir, en fait, c'est que il y avait la remarque que l'on s'était faite, c'est sur la dernière phrase, pardon, qui est juste, peut-être qu'on la cache un peu, on ne voit pas avec nos têtes. C'était que la dernière phrase, c'est « N'attendez plus pour réserver votre séjour sur l'île de Noirmoutier et vivre des moments inoubliables en famille ». En fait, l'IA a déjà anticipé le fait de faire un call to action sur ces différents posts, et notamment sur les posts réseaux sociaux. Donc ça, c'est hyper... révélateur. Ouais, révélateur aujourd'hui de la manière que l'IA a de comprendre aujourd'hui comment on va communiquer sur les réseaux sociaux et comment en fait on va adapter aussi, comment les différents community managers adaptent leurs posts. Donc ce call to action est hyper important. Cependant, et comme tu l'as dit, et je pense qu'on sera assez d'accord dans ce qu'on se disait, c'est que ça ne remplacera pas aujourd'hui le libre arbitre de chacun et la valeur ajoutée de chaque personne sur une communication et sur une stratégie au global. Et ça peut servir de pince-bête si on a oublié le CTA en fin de post. Une revue d'actualité et des dernières choses qui sont sorties avant qu'on discute avec la salle. Complètement. Alors, on vous a fait une petite étude avec l'équipe Swello. On a pas mal de clients qui sont des offices de tourisme. Et du coup, on s'est un petit peu intéressé. On a regardé quel était le taux d'engagement médian sur les réseaux sociaux pour un office de tourisme. Donc, on a étudié plus de 12 000 posts publiés sur l'année 2022. Donc, on les a vraiment pris du 1er janvier au 31 décembre. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, je ne vais pas tout décortiquer. Vous aurez de toute façon ces slides-là. Mais je trouve ça intéressant parce que moi qui pensais innocemment qu'Instagram avait le taux d'engagement le plus élevé pour un office de tourisme, bon, ça se joue à très peu. Mais finalement, c'est LinkedIn. Et c'est vrai que LinkedIn, en ce moment, est en train de prendre vraiment son envol, que ce soit pour les offices de tourisme ou pour tout autre corps de métier. Et on a fait le choix vraiment de parler du taux d'engagement médian plutôt que d'une moyenne. Ça nous parlait un petit peu plus. Et donc, on est à 10,01% de taux d'engagement sur un post. Donc, ça veut dire que lorsqu'on publie un post, enfin lorsqu'un office de tourisme publie un post, en moyenne, il y a 10% de taux d'engagement. Dans ce calcul, on prend en compte les commentaires, on prend en compte les partages, on prend en compte les réactions, tout type de réactions, également les clics, qu'on divise sur le nombre d'impressions, le nombre de fois que le post a été vu par la communauté. Donc 10%, c'est assez intéressant. Au contraire, on va avoir 1,64% pour Twitter, ce qui n'est pas si bas en vrai, parce que sur Twitter, comme il y a beaucoup plus de contenu, comme on est sur un feed plutôt sur du direct, quoique ça c'est en train d'un petit peu changer, mais grosso modo on est sur ça, on va avoir un taux beaucoup plus faible, mais de manière générale, hein, pas que pour les offices de tourisme, c'est pareil pour plein d'autres secteurs d'activité. Facebook reste assez haut, c'est vrai que sur d'autres secteurs d'activité, on a remarqué un taux d'engagement beaucoup plus faible, là on reste sur du 7%. C'est assez haut et ça pour le coup je trouve ça plutôt cohérent parce que on va avoir envie de suivre notre office de tourisme, notre ville, enfin voilà tout ce qui nous concerne en fait sur Facebook. Donc je trouve ça assez cohérent. Juste un petit point d'attention sur les types de posts. On a eu des informations sur les types de posts publiés par ces offices de tourisme sur Insta et sur Facebook. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va avoir sur Facebook 62% des contenus qui vont être des photos. Alors quand je dis photo, je précise, c'est une seule photo, sinon c'est album, et c'est là où il y a plusieurs photos. Et pour autant, ça va générer 29% de l'engagement. Alors que, au contraire, les albums, ça représente 19% des types de posts que les offices de tourisme publient, en tout cas sur les 30 qu'on a analysés, et ça va avoir 33% d'engagement. Donc c'est assez rigolo de voir qu'on a beaucoup de photos qui se publient, de photos seules, mais pour autant, c'est les albums qui priment. Et sur Instagram, on va avoir bien sûr beaucoup de photos, tout autant bien sûr, qui vont générer 52% d'engagement, et des carousels. Les carousels, ça marche bien, quel que soit le réseau social, et qui représentent 23% du contenu et qui génèrent 29% du taux d'engagement. Je ne m'attarde pas trop sur les impressions. Et je fais juste une petite parenthèse sur les Reels, hein, bien sûr, qui sont encore peu représentés, parce que ça demande du temps, ça demande de la réflexion, donc c'est normal, puisque donc, ils représentent 10% des types de posts publiés, mais pour autant, 19% de l'engagement. Donc, très intéressant cette petite étude, on a beaucoup aimé la faire, et vous pourrez la retrouver de toute façon dans les slides
qui vous seront partagées. Des dernières actus social media, c'est tout frais. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire ça tous les vendredis. Et je pense que c'est bien aussi de votre côté d'être justement au cœur de l'actu. Et d'ailleurs, avant de vous montrer les 5 actus qu'on a sélectionnées, il y en a une qui est sortie il y a quelques jours. C'est, comme par hasard, de l'IA sur LinkedIn. Ça devrait arriver très prochainement. LinkedIn est en train de mettre en place un outil pour vous donner des pistes de rédaction pour votre premier post, pour votre futur post, justement sur LinkedIn. Donc, affaire à suivre. J'ai hâte de pouvoir le tester. Quoi qu'il en soit, on parlait d'UGC tout à l'heure, et c'est vrai que les réseaux sociaux prennent aussi ce sujet-là avec beaucoup d'intérêt. Instagram est en train de réfléchir à aider les marques pour mettre en avant justement ce contenu UGC. Comme c'est indiqué sur la capture d'écran, l'idée ce serait d'utiliser le contenu UGC, donc là on parlerait plus de produits plus que pour des destinations, et donc de sélectionner ce contenu UGC et de pouvoir l'utiliser à des fins commerciales pour pouvoir vendre encore plus par la suite. Donc intéressant, juste cette prise de conscience déjà, je trouve que c'est intéressant puisque ça montre qu'il y a des évolutions par rapport à ça. Deuxième élément, sur Instagram, vous connaissez peut-être Linktree ou d'autres, des outils qui nous permettent de mettre plusieurs liens, puisqu'à l'époque on pouvait mettre qu'un seul lien sur Instagram pour ramener vers un seul endroit. Là on a un outil qui est en train d'être déployé, c'est en ligne pour certains comptes, qui va nous permettre d'ajouter jusqu'à 5 liens dans sa biographie. Donc intéressant, et si on a besoin de plus de liens, on va peut-être garder un outil comme Linktree. Pour la petite blague, Linktree était auparavant utilisé par Meta sur Instagram, c'était dans l'URL, et ça n'a toujours pas été changé. Pourtant, il y a une fonctionnalité qui vient de sortir de leur part. Mais ça, c'est assez intéressant. Les plus mal chaussés, toujours. C'est ça. Autre élément, c'est sur LinkedIn. Cette fois-ci, LinkedIn souhaite mettre de plus en plus en avant les compétences de chacun sur nos profils. Alors, il y a eu quelques temps, ça fait déjà, je crois, une petite année, même un peu plus, où il y a eu une sorte de profil créateur qui était disponible pour tous. Et donc, ils vont toujours plus loin dans la mise en avant de nos compétences. Et là, donc, c'est très simple maintenant dans votre blog d'infos. Donc c'est quand vous arrivez sur un profil, c'est vraiment une des premières choses qu'on peut voir. Vous allez pouvoir remonter des compétences qui sont tout en bas. C'est les compétences où vous savez vos amis, vos relations disent que vous êtes fort sur telle ou telle chose. Là, vous allez pouvoir en sélectionner 5 au plus pour les mettre en avant. Là, sur l'exemple, je crois que c'est mon profil, oui, où j'ai mis réseaux sociaux, entrepreneuriat, etc., etc. Ça permet d'un coup d'œil à votre cible de voir sur quel sujet vous évoluez. Avant-dernière, je crois, oui, avant-dernière actu. Alors c'est assez rigolo puisque c'est vrai qu'on a vu TikTok évoluer. Au début on était sur des vidéos très 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 courtes, puis on est passé à 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, et là on est arrivé à 10 minutes. Des vidéos, on s'est demandé si justement ils ne voulaient pas concurrencer YouTube à un moment donné, puisque c'est vrai que 10 minutes c'est extrêmement long. Bien finalement non, ça n'a pas dû trop fonctionner puisqu'ils viennent de décider de supprimer cette option, et donc on retourne sur du contenu beaucoup plus court. Mais intéressant de voir ces tests. De toute façon il y a des tests tous les jours sur les réseaux. Mais voilà, plus possible de faire des vidéos de 10 minutes. Et enfin, si je ne dis pas de bêtises, peut-être il y en a encore une dernière, sur Biril. Alors Biril, je disais, c'est un réseau social français qui avait, comme je le disais tout à l'heure, une stagnation en termes d'utilisateurs et d'utilisation. Et en fait, pour essayer justement de remonter un petit peu la pente, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité. Donc pour rappel, Biril, on publie une photo la plus authentique possible à l'instant T, à un instant où on reçoit la notification un petit peu après. Et justement, là, ils ont décidé d'intégrer cette fonctionnalité-là qui nous permet d'ajouter jusqu'à 3 birils par jour. Pourquoi ? En fait, pour récompenser ceux qui publient vraiment au bon moment la photo. Puisque donc biril, sinon on peut publier 24 heures après. Ça a moins d'intérêt, mais c'est possible. Et ils ont intégré la possibilité de mettre une musique. Donc ils sont en train de se chercher, en train un petit peu de voir là où ils pourraient aller pour concurrencer les autres réseaux. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Biril se place totalement comme l'anti-Instagram. Il l'affiche clairement. Donc à voir si ça va vraiment fonctionner, puisque personnellement, moi je me questionne autour du business model. Je n'ai pas encore assez d'infos, mais je trouve ça intéressant en tout cas qu'il y ait un challenger un peu français aussi qui arrive sur cette piste-là. Et enfin, sur Snapchat, et oui, on reparle d'IA, c'est arrivé il y a quelques jours aussi, c'est MyAI, le nouvel ami virtuel, où, d'après ce que j'ai vu, on peut discuter du coup avec un ami sur Snapchat qui va nous conseiller, si je ne dis pas de bêtises. Vous savez peut-être plus que moi sur cette news-là, mais intéressant, l'IA est en train d'arriver sur chaque réseau social qu'on consomme. C'est intéressant de suivre tout ça. Vous voulez ajouter quelque chose
Ça va? Alors, ce que je vous propose, on avait démarré un petit peu en retard, on prend encore quelques minutes pour échanger avec vous. On a vu pas mal de sujets. Donc, nos intervenants sont là à votre disposition, voilà, pour nous faire part d'un retour d'expérience et puis on en discute ou à une question plus précise. Marie, regarde, il y a déjà quelques mains qui se lèvent. Bonjour, moi je suis Samantha Ambrosioni, je travaille à Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et j'avais une question sur la slide sur votre taux d'engagement médian. J'étais assez étonnée du taux d'engagement assez fort sur Facebook et du coup ma question c'était est-ce que vous vous basez sur cette analyse sur des contenus organiques et avec des contenus sponsorisés parce que nous on est plusieurs à faire le constat que ça... Voilà, Facebook, c'est très très mort en tout cas. Moi, je suis sur de la com B2B, donc c'est assez encore autre chose. Et nous, on voit bien que LinkedIn ne fait que augmenter par rapport à Facebook. Mais on voit que Facebook, ils sont un peu, je pense qu'ils se tâtent un petit peu. Ils essayent de chercher de l'argent, j'ai l'impression, par tous les moyens. Et du coup, je voulais aussi avoir votre avis sur l'avenir de Facebook, parce qu'on voit que Meta, quand même... s'essouffle un petit peu, que ce soit un peu sur Insta, mais surtout sur Facebook. Donc voilà, je voulais bien avoir votre avis sur tout ça. Écoutez, merci pour la question. Alors non, les posts qui ont été analysés, c'est que des posts organiques. Il n'y a pas de sponsor. Maintenant, il faut nuancer aussi cette étude dans le sens où c'est par rapport à 30 offices de tourisme. Il suffit que dans ces 30, on ait pris ceux où ils aient la plus grande communauté sur Facebook et du coup, ça peut jouer. Donc c'est vrai que l'étude sera encore plus complète lorsqu'il y aura encore beaucoup plus d'offices analysés. Mais par contre, je vous rejoins à 100%. Pour moi, ça fait quelques mois, voire quelques années, Facebook n'est plus un réseau social. Parce qu'avant, quand on était sur Facebook, qu'on réagissait à un contenu, c'était marqué en haut, telle personne a réagi à ce contenu-là, donc dans nos amis. Aujourd'hui, c'est marqué ça, mais en dessous, c'est marqué sponsorisé. C'est vrai que je vous rejoins, Facebook a fait des choix, notamment avec le métaverse, qui devait révolutionner notre vie, qui la révolutionnera peut-être un jour. En tout cas, ils ont beaucoup investi. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où ils en sont, mais je sais qu'ils ont mis pause sur ces investissements-ci. Quoi qu'il en soit, LinkedIn est pour moi en ce moment le réseau social un peu qui fonctionne bien et qui surtout fait office de réseau social pour de vrai. C'est-à-dire qu'on a une communauté, quand on interagit, on voit les interactions avec les autres membres de notre communauté. Il y a vraiment ce côté, je mets un commentaire, ma communauté le voit, ils peuvent interagir, ils peuvent liker, etc. etc. Alors que sur Facebook, maintenant, comme je le disais, c'est beaucoup de sponsors pour être mis en avant. Même à titre personnel, nous on réfléchit, alors c'est pas encore le cas, mais on réfléchit à est-ce qu'il faut qu'on reste ou pas sur Facebook. Alors pas pour l'outil, mais pour notre communication à nous. En tout cas, personnellement, moi j'y vais plus. Mais c'est vrai que je suis un peu mitigé sur ce taux d'engagement sur Facebook, parce qu'à la fois je le trouve pas si anormal et à la fois je suis pas la cible. Enfin, moi je consomme pas sur Facebook. Donc c'est vrai que la question peut se poser. Si ça vous intéresse, nous on a toute l'étude derrière avec qui on a analysé. Alors on peut pas dire on a analysé telle personne, mais en tout cas quelle typologie. Est-ce que c'est des petits offices de tourisme, des grands ou pas? On pourra en parler après pour justement avoir plus d'infos sur cette question et sur cette réponse. Peut-être que vous avez un avis sur Facebook. Moi, j'aimerais bien rebondir parce que je pense que Facebook n'est pas mort et n'est pas en passe de l'être, en tout cas pas pour le moment. C'est toujours le réseau qui est le plus téléchargé. Et puis surtout, ça dépend de l'audience qu'on veut toucher. Parce que finalement, les personnes qui sont sur Facebook, même si elles n'interagissent pas forcément, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dessus. Et souvent, c'est des personnes qui, oui, peut-être ont 50 ans ou plus, mais finalement, c'est des personnes qui voyagent et qui ont l'argent pour voyager, contrairement à TikTok, où par exemple, c'est pas du tout le même budget. Enfin, en tout cas, les jeunes n'ont pas le même budget. Donc, je trouve que si on veut toucher une audience qui a les moyens de voyager, surtout pour des destinations peut-être même plus lointaines, je pense qu'on peut difficilement se passer de Facebook pour le moment. Par contre, il faut attribuer un budget sponsorisation à ces postes pour qu'ils puissent avoir de la visibilité. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai que j'allais réagir sur ça aussi, le fait de... Effectivement, Facebook aujourd'hui, la communication est complètement différente, on s'est un peu tous, je pense, un peu
éloigné de ce réseau social. On n'est plus dans les réflexes, mais je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, c'est pas la même cible. Peut-être qu'on n'est plus dans la cible, nous, personnellement, de ce type de communication-là, mais on a quand même des énormes résultats quand on a des campagnes sur cette plateforme-là. C'est pour ça que même si c'est une vraie question, aujourd'hui, est-ce qu'on se sépare de Facebook ou pas sur les différents clients qu'on a, nous, au sein de l'agence, mais on est encore trop loin, je pense, de pouvoir passer vraiment ce cap, vu l'impact que l'on peut avoir justement sur des communautés peut-être de plus de 30 ans, voire un peu plus. Très intéressant ce que vous avez pu dire, et du coup peut-être qu'il faudrait regarder dans notre étude quelles sont les typologies d'office analysées, parce que donc à faire c'est exactement ça, donc très intéressant, ouais. C'est bien de nuancer aussi, j'aime bien. Super, merci. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui. Là, ok, pardon, je n'avais pas vu. Bonjour, je veux juste réagir par rapport au débat qu'on vient d'avoir. Je travaille pour Seven Tourisme et pour expérience, nous sur Facebook, on a une grosse communauté qui n'est pas sur Instagram ni LinkedIn et qui interagit énormément avec notre contenu. Donc c'est une communauté plus vieillissante, on va dire plus de 50 ans, mais ils ont pour habitude de commenter énormément nos publications. C'est pour ça qu'on a un gros taux d'engagement sur Facebook. Et je pense que ça répond à votre analyse. Voilà. On en revient à des choses maintes fois abordées pendant cette table ronde, la stratégie qu'on va mettre en amont et puis quelle ligne éditoriale on va déployer pour quelle cible et donc sur quel réseau. Et donc effectivement, il ne s'agit pas tant peut-être d'abandonner, de laisser tomber et de faire des choix aussi forts, mais de se re-questionner plutôt sur ce qu'on y fait finalement et à qui on s'adresse sur cette plateforme-là. Une autre question dans la salle? Audrey de l'agence Meuse Attractivité. Moi j'ai une question sur l'UGC. Ce que vous pensez d'un Instamit pour récupérer des contenus utilisateurs par exemple? Un Instamit. Je ne sais pas si ma réponse va être très longue, mais ça fait longtemps que ça se met en place, enfin, ça fait quelques années, et moi je trouve ça toujours intéressant, dans le sens où ça permet de se rencontrer, ça permet de nouer des liens encore plus forts. En plus, post-Covid, on aime bien se re-rencontrer. D'ailleurs, ça fait trop plaisir de pouvoir faire une conférence avec des personnes en face et d'être moins en visio. Donc moi, je suis plutôt pour. Tout est question de test, tout est question de stratégie, mais c'est vrai que alors encore une fois, nous c'est particulier parce qu'on a la chance aussi d'avoir des plages à proximité, mais je sais qu'à Toulon c'est des Instamites sur la plage et tout, donc c'est sûr que ça fait plaisir à tout le monde de venir et de partager. Mais je pense que ouais, ce côté partage humain, et derrière en plus si on récupère du contenu parce que c'était un bon moment, c'est sympa, etc. C'est assez chouette et j'ai vu cette communauté là pas mal grandir. Au début c'était 10, 20, 30, 60 et moi j'aime bien. Franchement, je trouve ça chouette. Ouais, et puis ça peut être une double occasion de communiquer en plus. Quand c'est organisé par la destination, on communique sur l'Instamit en lui-même. Ouais. Et après, on a tous les contenus qui sont créés à cette occasion-là qu'on va pouvoir distiller dans le temps et donc adresser des messages différents à ces deux occasions-là. Merci pour la question. Marie ? Je vais juste réagir parce que nous, on est une agence de com et on a organisé pas mal d'Instamit avec des destinations ces dernières années. Et ça permet aussi sur des destinations qui ont plus de mal à se vendre. Par exemple, on a travaillé avec Beaucaire de mettre en avant à travers des nouvelles communautés justement les destinations, enfin cette destination-là en l'occurrence, avec des profils qui ne connaissaient pas la ville et qui du coup ont pu la faire découvrir. Et effectivement, après, la destination peut réexploiter les contenus dans l'année et dans les années suivantes, quoi. Super, merci pour ce complément d'info. Alors, ce que je vais faire, c'est créer une grosse frustration en vous disant qu'on est à la fin de l'atelier, mais c'est parce que je sais que je vais vous soulager ensuite en vous disant qu'on a une deuxième heure pour parler de tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne une bonne pause bien méritée. On remercie nos intervenants pour ce premier atelier de la matinée. Et rendez-vous sur le showroom, vous avez des pauses café, vous avez de quoi retrouver des forces. Et rendez-vous pour la deuxième heure donc, de ces ateliers experts CM dès 11h15
dans l'amphi.